dans le programme culturel. Elisa a extrêmement chaud. Elle va extrêmement crever. Et elle a repris son joli éventail pour pas mourir. Voilà, donc on est pour le programme culturel, donc mi-juin, mi-juillet. Je vais vous parler donc de 2 films, une série, un docu, une expo que je suis allée voir à Marseille et vous rappeler la sortie de 2 livres dont j'ai parlé sur cette chaîne à plusieurs reprises, pour lequel j'ai fait chier tout le monde, hein, faut bien l'avouer. Il faut être sympathique, Lisa, quand c'est... faut avouer, hein, quand on est con, c'est pour la vie. Mais je vais vous les rappeler. Alors, on va commencer par l'expo. En fait, alors j'aurais dû vous... Je vous mettrai une photo. C'est une expo que j'ai vue d'une jeune femme qui s'appelle Paola Pivi. Paola Pivi. Super. Qui s'appelle en fait « Ce n'est pas mon travail, c'est votre travail ». Et en fait, vous avez des nounours de toutes les couleurs. Voilà. Alors, je peux pas vous expliquer le concept parce que c'est un concept assez étrange, mais c'est très très sympathique. Moi, j'ai été très agréablement surprise par cette expo. J'aime bien l'art contemporain, en fait, en général. Je suis pas une fan d'art contemporain pour dire c'est de l'art contemporain. C'est très très pointu, avant-gardiste, j'ai compris. Non, moi, si je comprends pas, je comprends pas. Mais c'est ours de couleurs, vous verrez. Dans une scénographie assez particulière. J'ai trouvé ça assez intéressant. En plus, le fait qu'elle dise que c'était pas son job mais que c'était le vôtre, pour moi je l'ai pris sous-entendu que c'était à moi de voir ce que je devais voir dans l'expo. Voilà. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette expo. Je suis désolée, je luis comme une luciole, c'est terrifiant. Je sais pas, j'ai une petite caméra et je vois dans le retour que je luis comme une luciole. Voilà. Alors, vous inquiétez pas si quelqu'un sonne, hein, parce que mon voisin, sa sonnette marche pas, donc à un moment donné, vous dans la sonnette, hein, je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est comme ça. Il m'a dit, je peux sonner chez vous, oui, vas-y. Donc, franchement, c'est une expo, je vous mettrai les coordonnées, c'est à Marseille, donc si vous croisez à Marseille, au musée d'art contemporain, n'hésitez pas, c'est climatisé, allez-y, il y a toujours des super expos, et puis ça change surtout aussi du sempiternel Marseille, le Mucem. Alors, il y a un très beau musée de histoire de Marseille, hein, on est bien d'accord. Ah, je crois que c'est mon voisin qui m'appelle. Bougez pas. J'ai ouvert, voisin. Il est content. Voilà, donc... ah bah, comme ça, vous savez. Donc, oui, j'ai pris un coup de chaud. Il fait chaud là-dedans. J'en peux plus. Il fait 29,8. On est à 30 là, c'est bon. Donc, si vous croisez à Marseille, n'hésitez pas à aller dans les musées. Il n'y a pas que le Mucem et la Villa Méditerranée et la Vieille Charité. Allez au musée d'histoire de Marseille aussi, au Centre-Bourse. Alors, le Centre-Bourse, c'est un peu rien, hein, mais le musée est sympa. Voilà, donc Paola Pivi, This is not my job, but it's your job. Voilà, donc c'est une expo que j'ai bien aimée. Voilà. Donc on va faire on va faire la série. Comme ça, je vous parle des livres et après on fera les 2 films et le docu. Alors la série, c'est une série que j'ai vue sur Paramount, je crois. Qui s'appelle Grease, The Rise of the Pink Ladies, en fait qui se situe en 1954, qui se situe donc 4 ans avant ce que nous on connaît de Grease, donc des Pink Ladies qu'on connaît dans Grease, qui aident Olivia Newton-John à récupérer Danny, donc voilà, Sandy et Danny, donc et nous on assiste à, en fait à l'avènement des Pink Ladies, à la création de ce groupe de filles qui portent des blousons roses et qui... je crève de chaud, je suis désolée. Et en fait, c'est vraiment 4 filles. Alors, on croise certains personnages qu'on voit dans Grease, dans le film initial. Mais là, il y a donc 4 filles. Donc, c'est vraiment 4 filles, 4 stéréotypes. Qui sont l'intello, la fille avant-gardiste, le garçon manqué et la sexy, un
un peu sulfureuse, puisqu'en fait, nous, quand on commence le premier épisode, l'intello, là, à lunettes, se tape le quarterback star, un peu en catimini, parce que, voilà, il est sorti avec la cheerleader, donc ça la fout mal. Bon, finalement, au moment où il s'expose avec elle, enfin, plus ou moins, il se sépare. Mais elle brigue la présidence des élèves de leur lycée, contre lui d'ailleurs. Et en même temps, elle va rencontrer ses autres filles. Alors, l'autre fille, en fait, Olivia, est la sulfureuse, c'est-à-dire que c'est une fille de la communauté hispanique. Alors, je rappelle que dans les années 50, c'est eux qui prenaient les rafales et le racisme, et qui, en fait, a la réputation d'avoir eu une liaison avec un prof du lycée. Et donc forcément c'est Marie Couche-toi-là, la fille pas bien vue, etc. Et donc elle a, et puis elle s'en tape en plus en gros, euh, donc ils vont commencer à s'assembler. Et il y en a une autre, donc une fille qui elle ne rêve qu'une chose, c'est d'être un T-Bird, donc intégrer le groupe des garçons, porter le blouson noir, mais qui lui est interdit parce qu'en fait elle est trop garçon pour être avec les filles, et elle est trop fille pour être avec les garçons. Voilà. Donc elle est toujours le cul entre deux chaises. Elle essaye de faire la rigolote, mais elle a quand même beaucoup de petites blessures qui la traînent. Et puis en plus, elle est dans la période de l'adolescence où elle ne sait pas si elle aime les filles, les garçons ou les mollusques. Donc c'est un peu compliqué pour elle. Et puis il y a cette volonté de s'intégrer absolument à un groupe, et notamment donc au T-Bird, qui était un groupe de garçons hispaniques, hein, voilà. Contrairement au WASP, donc, qui étaient les quarterbacks, les cheerleaders, qui étaient donc les blancs. Donc on voit aussi dans cette série l'intégration de chaque vague d'immigration qui essaye de se fondre, qui en fait au bout d'un moment s'est fondue dans la masse, et qui reporte ce qu'on a reporté sur eux à la nouvelle vague d'immigration. Voilà, donc on voit assez bien ça, mais c'est très clair aux États-Unis d'ailleurs. Et donc la quatrième, c'est l'avant-gardiste. Alors elle est issue de la communauté nippo-américaine, qui a subi les camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les Japonais étaient mis dans les camps. Parce que voilà, ils étaient bien américains mais d'origine japonaise, donc on leur faisait pas trop confiance. Et il y a quand même ce côté un peu, voilà, où il faut travailler, machin. Mais elle est très avant-gardiste. Elle veut être modiste, c'est styliste, elle veut partir à New York, elle veut faire sa vie, etc. Elle n'a rien à foutre de se marier. Alors que dans cette années 50, la seule chose qu'on enseignait à l'école, c'était des cours de cuisine, des cours de layette en gros, des cours de compte, de budget pour tenir le budget de la famille, et le fait qu'il fallait se marier, voilà, de la couture, le machin, etc. Donc c'était vraiment l'enseignement de base des femmes. Voilà, il fallait qu'elles sachent coudre, cuisiner, langer les gosses, faire le ménage, utiliser le bon adoucissant, et surtout tenir les comptes de la maison, parce que, en gros, elles avaient que ça à foutre. Voilà. Donc, elles travaillaient pas, enfin, il y avait très peu de femmes qui travaillaient. Enfin, en tous les cas, il y en avait des femmes qui travaillaient, mais le but, c'était vraiment dans leur tête, on leur a inculqué qu'il fallait qu'elles se marient. Et donc, ces 4 filles, tellement différentes les unes des autres, vont rencontrer. Alors bien sûr, si ça se passe dans un lycée, des amourettes de lycée, c'est les problèmes du lycée, c'est les problèmes d'adolescents, machin, américains, on est bien d'accord. Voilà. Mais c'est agréable parce qu'il y a des moments chantés, il y a des moments de danser, c'est Grease, quoi, voilà. Donc il faut pas se prendre la tête en regardant cette série, il faut pas aller chercher midi à 14h. C'est juste un bon moment avec des histoires simples, quelquefois qui sont pas forcément joyeuses, quelquefois qui sont plus légères, voilà. Et puis il y a toujours des enseignements. Alors le seul truc évidemment que j'ai un peu râlé, mais comme en ce moment très souvent, c'est que ils mettent la sauce 2023 partout, voilà, même dans les années 50. Voilà. Alors là, de temps en temps, on se retrouve avec des discours de personnes qui discourent sur des thèmes d'actualité des 2023 qui n'existaient absolument pas à 53, mais sous couvert de dire oui, mais vous voyez, nous, on fait des inclusivités, enfin, on fait, oui, des inclusivités dans le. Mais non, bordel de petit bonhomme. À un moment donné, vous pouvez pas mettre un discours hyper féministe post-MeToo dans la bouche d'une jeune fille ou d'une femme
À qui? Surtout aux États-Unis. Je rappelle que ça se passe aux États-Unis, donc arrêtez de me sortir les Français. Enfin, vous savez quelle était. Enfin, vous êtes au courant que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un chéquier, de sortir du territoire sans l'autorisation de leur mari, leur frère ou leur père avant le milieu des années 60. Enfin, voilà. Vous rappelez-vous, il y a pas il y a deux minutes, hein, voilà, sur l'échelle du temps. Voilà. Et là, on leur inculque ça. Donc, une fille qui arrive, qui te sort, oui, alors, non, mais moi, je. Mais non, à un moment donné, laissez dans les trucs, parce que c'est justement ça qui fait montrer, et j'estime que ça fait montrer aux jeunes qui regarderont que c'est pas tolérable de revenir à cette époque-là. Et donc, quelqu'un d'intelligent va se dire, ah non, non, mais moi, je veux pas revenir à cette époque-là. Il est hors de question que je revienne à cette époque-là. Bougez pas, je bois un coup. Alors, moi, je me suis fait de la citronnade, mais sans la sucre. Il n'y a que du citron. Il n'y a que du citron et des glaçons. Voilà. Enfin, des glaçons. Peu de glaçons, parce que connaissant Bibi, et son intestin tout pourri, si elle met plus de glaçons, l'autre, il est en mode ouh. Oh non, mais c'est un débile. Voilà, donc, non, pas dire débile, parce qu'après, il va faire des conneries. Mais, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Grease, The Rise of the Pink Ladies. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai passé un très bon moment. Je vous dis, je me suis pas pris la tête, je me suis pas pris le chou, j'ai écouté les chansons. Des fois c'est niais. On voit arriver à un moment donné une amourette entre la petite afro-américaine coincée du cul et le quarterback, mais on le voit arriver à 25 km. C'est même pas, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est même pas subtil, c'est même pas crédible, parce qu'à cette époque-là, aux États-Unis, ça se mélangeait pas. Ah, voilà. Il y avait encore la ségrégation en 54, je rappelle, donc il y avait des endroits où c'était pas possible d'habiter dans la maison d'à côté. Hein, non, mais non, voilà, même si tu étais d'une catégorie supérieure, non, c'est pas possible. Donc il y a des choses qui sont. Vous vous dites, ah non, bah, vous n'allez pas me faire ça. Ah si, si, ils l'ont fait. Mais dans l'ensemble, c'est agréable. Le dernier épisode, il y a un personnage qui sort de Grease et que quand vous le voyez arriver, il fait oh, trop bien! Ah bah, vous savez, les vieux, hein, ça aime bien les trucs vieux. Voilà. Mais après, bon, vous retrouvez votre âme d'adolescente avec ça, hein, parce que c'est vraiment des ados, hein, c'est fait pour les ados, hein, c'est pas fait pour les vieux comme moi, mais ça marche. Voilà. Je vous dis, à part le tampon 1923. Enfin, 2023. Donc, je vais vous mettre à l'écran les deux livres dont je veux absolument que vous lisiez. Alors, c'est un appel à l'aide. Help me! Because ça fait pratiquement 3 ou 4 ans que je vous rabats les oreilles avec Volker Kutscher, avec Geron Hart. Alors pour ceux qui ont vu Babylone Berlin sur Canal+, vous savez de qui je parle. C'est tiré donc des livres de Volker Kutscher. Mes potes à Berlin sont fous de la saga de Volker Kutscher qui compte 8 tomes. 8. 8. Je sais plus combien j'étais. Ah bah les vieux, vous savez, il fait chaud, je perds la mémoire, moi. La mémoire, enfin, bah, les neurones sont... En fait, les neurones sont au niveau de la chaleur, ça, elles ont fondu. Il compte 8 trucs. En France, il n'est sorti que 3 premiers tomes. Il nous en manque 5. Il est sorti Le Poisson Mouillé, et là j'en vois derrière l'écran qui fait oh non, pas le Poisson Mouillé, tu vas pas nous refaire le Poisson Mouillé, tu nous gonfles avec le poisson. J'adore le Poisson Mouillé. Voilà. Poisson Mouillé, il est sorti La Mort Muette et il est sorti Goldstein. Voilà. Alors moi j'ai lu les 3, j'ai adoré les 3, j'ai fait chier tout le monde avec ça. Bon, et on les trouvait très peu. Les éditions, donc, Un Nouveau Monde, c'est ça? Oui, Un Nouveau Monde, a décidé de ressortir les 2 premiers. Donc ils ont ressorti dans une petite édition de poche qui coûte entre 12 et 13 euros Le Poisson Mouillé et La Mort Muette, alors avec une couverture noire et or très clinquante, avec écrit en gros bandeau le best-seller, alors je vais vous lire, hein, il y a écrit, putain, le best-seller à l'origine de la série Babylone Berlin. C'est très vendeur, hein, on est bien d'accord, parce qu'ils ont bien compris que c'était Babylone Berlin avait très bien marché. D'ailleurs, il y avait une BD, très excellente BD sur Babylone Berlin. Et donc, ils ont ressorti. Voilà. Et puis, il y avait eu, voilà, dont moi qui faisais chier tout le monde parce que je voulais avoir la suite. Alors, ils ont sorti les 2 premiers tomes. Visiblement, Goldstein, qui a déjà sorti en France, va sortir l'année prochaine. C'est pour ça que je dis Help Me, selon le succès
Évidemment, des trois premiers qui seront sortis, ou des deux premiers qui sont sortis, parce que je suppose que s'il y a un engouement sur les deux premiers, les gens vont lire le troisième quand il sortira l'année prochaine. Il semblerait, j'ai bien dit il semblerait, qu'ils puissent envisager de faire traduire ceux qui manquent. Parce qu'ils sont publiés. Hein. Moi, mes potes, ils ont la fin de l'histoire de Geronhardt. Hein. Voilà, moi, ils veulent pas me la raconter, ça m'énerve. Mais ils m'ont dit, oh non, on peut pas te le dire, sinon ça va sortir en France. Je dis, mais en 2146, ça va sortir en France. File-moi la fin, bordel. Ils veulent pas. Ils m'ont dit, tu te mets à l'allemand. J'aime pas quand ils font ça. Il m'énerve, mon Dieu, qu'ils peuvent m'énerver. Donc voilà, il me dit, bah, tu as qu'à te mettre à l'allemand, comme ça on t'enverra tous les livres. Il m'énerve. Voilà, donc si vous aimez, vous avez aimé Babylone Berlin, si vous aimez les romans d'histoire, historiques, policiers, c'est vraiment policier, qui se passent entre les années 20, début des années 20, enfin mi des années 20 et jusqu'à la fin 30, pitié. Là, je fais la fille qui... voilà. Pitié, allez lire Le Poisson Mouillé et donc la série de Volker Kocher. Qu'on ait enfin le tome 4, 5, 6, 7 et 8. Putain, sérieux. Voilà. Parce que si c'est ça, honnêtement, allez, 2 par an, ça fait 12 euros, allez, ça vous fait 25 euros par an. On leur dit, pour le prix d'un livre, on a 2 bouquins en poche, et nous, on a tout Volker Kutscher. Voilà. Et moi, j'arrêterai d'emmerder tout le monde en disant, mais Geronhardt, c'est l'un des meilleurs, et tout, il est trop choupiné. Et en plus, alors je vais vous le vendre, hein, à la mode 2023, il y a un personnage féminin qui est dans le roman, qui est dans la série, mais qui est différente de celle de la série. Du film, en tous les cas au début, qui s'appelle Charlotte Ritter, donc l'hôte Ritter, qui est un personnage génial, voilà, qui est une fille qui était une fille des années 20-30 en Allemagne, c'est-à-dire libérée, fêtarde, qui travaillait, qui fumait, qui buvait, qui se couchait avec qui elle voulait. Voilà. Donc honnêtement, rien que pour les personnages, que ce soit Geronhardt ou Charlotte Ritter, allez-y, parce que c'est vraiment, mais vraiment, vous allez, alors outre le fait que vous allez écouter, enfin, humer l'ambiance de l'époque, humer la montée, humer les problèmes de la République de Weimar, la crise de 29, les problèmes de police, les machins, etc. Mais les enquêtes, parce que les enquêtes, par exemple, le premier, que ce soit le procès mouillé, la mort muette, vous êtes dans des univers différents. Par exemple, la mort muette, vous êtes dans l'univers du cinéma allemand, qui est gagné par la propagande. Donc, il y a plein de choses très intéressantes à apprendre en plus. Et vous avez des personnages, des rebondissements, c'est hyper bien foutu, c'est bien écrit. Voilà. Alors, j'ai pas vu la traduction là. Donc, je vais me les acheter, pas maintenant, mais je vais me les acheter à la rentrée sûrement, pour pouvoir les relire en diagonale pour voir si ce que moi j'ai eu comme traduction qui était vraiment très bonne, parce que mes potes parlent français, donc je leur ai scanné des trucs, ils m'ont dit non, c'est très bien traduit en allemand, pour voir si c'est bien traduit ou ça a été traduit à modernité 2023 et qu'il y a des trucs qui... voilà, mais en l'occurrence l'histoire est très bonne, donc il n'y a pas de raison que ça soit mal fait. Voilà. Donc ça c'était le Help Me de Lisa. Voilà, alors les deux films dont je vais vous parler. Le premier, j'ai longtemps hésité à le voir quand il est sorti sur la plateforme de Disney. C'est Peter Pan et Wendy. Because fan de Barry. Because fan de Peter et du copiton Crochet. Parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Peter, mais mon préféré c'était Crochet. C'était malheureux, pauvre Crochet. Oui, ah bah moi, il me faisait de la peine, Crochet. Moi, c'était toujours malheureuse, moi, pour Crochet. C'est pauvre petit bonhomme et tout. Bon, bref, je suis pas normale comme fille. Et donc, j'adore Peter Pan. Mais Peter Pan dans les dessins animés, Peter Pan de Disney, là, enfin, animé, quoi. Le Hook de Spielberg me chope aussi. Enfin, tout ce qui est lié à Peter Pan, les pop-up, tout ce qui va avec Peter Pan. Moi, je suis fan de Peter Pan, voilà. Et de toute façon, ça se voit derrière, hein. J'ai un peu des Peter. Voilà. Et je dois avouer que j'ai eu peur. Parce que j'ai vu la bande-annonce. Alors oui, il y avait Jude Law. Et oui, évidemment, Jude Law en Capitaine Crochet. Alors, attendez, bougez pas. Ça va nécessiter ça, le côté fangirl. Vous voyez, je rougis dès que je parle de Jude Law. Capitaine Crochet. Non, honnêtement, voilà, je me suis dit, est-ce que ça va tenir? Parce que quand j'ai vu le trailer, j'ai quand même eu la trouille. Je me suis dit, bon, allez, Jude Law en Capitaine Crochet. Ok.
Euh, la fille de Wendy, je me suis dit, oh, elle est mignonnette. Bon. Peter, m'accrochait pas des masses quand même. Fait Clochette, ça allait. Mais alors, Lily la tigresse aussi, ça allait. Mais alors, voilà, le trailer, je me suis dit, aïe. Bon. Et puis j'ai hésité, puis un jour de grand vent, un week-end de grand vent, où vraiment, vous savez, vous avez le moral à 100, à 20 milieux sous les mers, pour citer un de mes auteurs chéris, bah vous vous dites, bah, je vais le regarder, hein. Bon, j'en suis. Si je tombe plus bas, ça ne peut pas tomber plus bas. Et donc je l'ai regardé. Alors, il y a deux lectures à ce film, et donc je l'ai vu deux fois. La première fois, je l'ai vu en tant que gosse, avec mes yeux d'enfant, avec mon âme d'enfant, que j'ai heureusement gardée. Je l'ai regardé comme je regardais Peter Pan quand j'étais petite. Alors j'ai autant bataillé avec Michael et John que j'ai bataillé, que je me suis excitée après, enfin que j'ai eu peur pour Lily la tigresse, que Crochet, alors que Crochet me surprenait, que Peter me faisait un peu peur quand même de temps en temps. Je l'ai vu avec mes âmes d'enfant. Alors bien sûr il y a des défauts de 2023, on est bien d'accord, hein, la Wendy elle est féministe, limite suffragette. Lily la tigresse, bon ça m'a pas gêné. Ce qui m'a gêné dans les deux versions, que ce soit âme d'enfant ou adulte qui l'a vu, c'est le fait qu'ils aient pas creusé Clochette comme elle est. C'est-à-dire que Clochette, elle est quand même jalouse, elle est quand même teigneuse, c'est quand même une peste, c'est quand même une pouffe, quoi. Quand même, une grosse... Des fois, elle aime Peter, donc elle ne supporte pas qu'une fille l'approche, elle est très jalouse, elle est très... Puis elle est mauvaise, voilà, elle a quand même un petit fond mauvais, un peu comme Peter, quoi. Et il n'exploite pas. Là, Clochette, elle est mignonnette. Bon, elle a fait deux, trois petits caprices, mais elle a pas ce côté un peu bislard que peut avoir Clochette dans le livre. Et ça m'a un peu gênée. Que ça soit l'âme d'enfant ou l'adulte, ça m'a un peu gênée. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment en tant qu'âme d'enfant. Moi, j'ai sursauté avec Crochet, j'ai sursauté quand le mouche arrive, moi j'ai applaudi des trois mains. Non, mais vraiment, voilà, un gosse, quoi. Voilà. Donc, si vous le regardez avec votre âme d'enfant et avec vos yeux d'enfant, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'est Peter Pan, quoi. C'est voilà. Alors oui, il y a des défauts, oui, il y a des petites choses qui vont pas, mais on s'en fout. Voilà, il faut à un moment donné, il faut arrêter de se prendre pour des critiques de cinéma, pour des critiques de séries, ou pour se dire, oui, moi j'ai la science infuse. Non, mais tu as rien du tout. Tu regardes et puis si ça te procure du bonheur, c'est génial. Si ça te procure pas du bonheur, tant pis, c'est tombé à l'est. Et après, j'ai laissé passer une semaine et je l'ai regardé en tant qu'adulte. Voilà. Et je me suis dit, bon, tu le regardes comme si tu avais un enfant à côté de toi, mais que tu es l'adulte. Tu n'es pas censé soupirer après Peter Pan et Crochet. Ah, voilà, tu joues l'adulte, déconne pas, Lisa. Et en fait, je l'ai regardé comme adulte. Et là, effectivement, le côté 2023 m'a sauté à la gorge. Ça m'a gonflé. Voilà. Alors, Wendy, je vous dis, elle est un peu trop... oui, elle est un peu trop féministe, un peu trop d'Adam, un peu trop 2023, quoi. Alors, le jeune acteur qui joue Peter Pan m'a pas gêné des masses, mais je l'ai pas trouvé à la hauteur de la Wendy. C'est-à-dire que Wendy a quand même, la jeune actrice, a quand même un peps, un caractère. Oui, elle a une, euh, comment dire, elle a un charisme, elle a du charisme, la gosse. Et lui, il était beaucoup plus, il est moins charismatique. Et ça fait un décalage parce que Peter est censé être charismatique puisque tout le monde est censé le suivre au bout du monde. Euh, et Wendy est censée être une maman. En fait, il la récupère pour être la maman des enfants perdus. Et donc, c'est ça aussi le truc. Et là, c'est pas vraiment ça. Il y a autre chose Enfin, moi, en tant qu'adulte, je l'ai vu autrement. Je me suis dit, ah, c'est pas ça. Bon, alors après, Jude Law dans Capitaine Crochet, moi j'ai connu, même en tant qu'adulte. Hein. Alors, on est bon. Ça s'est fait. Mouche, génial. Voilà, l'histoire de la planche, le croco, là. Moi, dès que j'entends toc, 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 ah, ben non, mais on y va. Et il y a surtout, et ça, c'est ce que j'ai aimé dans les deux versions, c'est la relation entre Crochet et Peter. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très jolie relation, et surtout, c'est très bien fait. Parce que le petit jeune qui joue Peter, qui s'est arrêté de grandir, et Crochet qui a grandi, on sait pourquoi il a grandi et comment il est arrivé là. Il y a une très belle scène entre les deux qui,
qui se mettent à plat ce qui va pas entre eux. Et moi, j'ai trouvé ça très joli, voilà, parce qu'il y a aussi, alors c'est un message très 2023, on est bien d'accord. Mais on s'en fout, là vraiment, ça marchait. Ça rentre dans le cadre de Peter Pan, dans l'œuvre que Barry a fait, voilà. Donc franchement, Peter Pan et Wendy, j'ai bien aimé. Voilà, mais regardez-le avec vos âmes d'enfant, parce qu'avec votre âme d'adulte et vos sentiments d'adulte, je suis pas sûre que ça passe des masses. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous heurteront, ou qui vont, ah, c'est chiant, je vais regarder autre chose. Voilà. Mais avec votre âme d'enfant, ça passera. Voilà. Après, j'ai un faible pour Peter Pan et Crochet, hein. Je vais le redire, mais je les aime, hein. Donc voilà, je suis pas objective. C'est tout. Voilà, voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, on passe à un autre film que j'ai vu, je ne me rappelle plus où. Sur Prime? Non, c'est pas Prime. Je l'ai marqué? Non, j'ai pas marqué, je sais pas. Bon, bref. C'est un film qui s'appelle Air, donc comme l'air, voilà, qui est sous-titré Courting a Legend, donc qui est un film de Ben Affleck, avec Ben Affleck, mais surtout Matt Damon, et Viola Davis, surtout, les deux là, qui revient sur le phénomène de Michael Jordan. Alors, pour les gens de ma génération, Michael Jordan, c'est quand même, et même pour vous, et même maintenant, quel que soit le sportif auquel vous pensez actuellement, s'en fout, Michael Jordan est le plus grand athlète de tous les temps. Arrêtez de nous faire chier, c'est comme ça. Limite avec Mohamed Ali, les autres, on s'en balafre. Voilà, c'est quelqu'un qui a révolutionné son sport, qui a révolutionné le commercial, qui a révolutionné les sponsoring, et qui a tout révolutionné. Alors, en fait, on est avec Sonny Vaccaro, qui était le directeur marketing de Nike, dans la branche basketball. Basketball, c'était... Le basket, vous savez, c'est une institution aux États-Unis, on le sait pour le basketteur français qui est parti chez les Spurs. C'est une institution, mais qui, dans les années 80, au début des années 80, n'était dominée que par Adidas. Voilà, Adidas et Converse. Tous les grands sportifs américains, les grands rappeurs, tout le monde portait des Adidas ou des Converse. Voilà, c'était comme ça. Voilà, j'ai le t-shirt qui redescend, ça m'énerve. C'est vraiment, voilà, si vous êtes de ma génération, tout le monde avait des Adidas, tout le monde avait des Converse dans les années 70-80, quoi. Enfin, 80, début 80, c'était ça. Et en fait, quand on découvre Sonny Vaccaro, lui, le PDG de Nike, donc qui est joué par Ben Affleck, qui s'appelle Philip Knight, en vérité, dans la vie, qui a donc fondé Nike. Knight comme le chevalier et Nike. En vérité, en anglais, c'est Nike, hein, on est bien, voilà, voilà. Et il lui dit, voilà, tu as 250 000 $, donc ce qui à l'époque était considérable, pour faire signer 3 basketteurs américains majeurs, ou universitaires, mais qui vont arriver dans la NBA, parce que il faut qu'on ait des contrats pour au moins grappiller quelques petits sous et petites chaussures dans le domaine qui est constamment dominé par Converse et Adidas. Et Vaccaro, en fait, qui est fan de basket, vraiment qui connaît très bien ce sport, qui est un peu un joueur, parce qu'il va souvent à la Vegas, mais qui sait jouer et qui gagne généralement, entend parler d'un joueur universitaire qui est en train d'écraser toutes les stats, qui s'appelle Michael Jordan. Simplement, Michael Jordan, il est signé chez Adidas en tant que jeune joueur et il n'aime qu'Adidas et tous les potes portent Adidas et tous les rappeurs qu'il admire portent Adidas et puis c'est comme ça, voilà. Et sa mère, qui est donc jouée par Viola Davis, est son agent et son manager. Et donc Vaccaro va, parce que c'est un mec très humain, c'est pas un mec qui parle en tant que pognon, c'est vraiment un mec humain, va dire à son patron, bon écoute, alors je vais t'expliquer un truc, 3 joueurs non, on va faire signer Jordan. Et l'autre lui dit mais c'est pas possible, il est sous contrat avec Adidas, jamais de la vie il signera avec nous, il n'aime que Adidas, etc. Et Vaccaro va lui offrir 2 choses que Michael Jordan n'a pas, en tous les cas chez Adidas. Il va lui offrir un contrat exclusif en lui disant que toute chaussure qui va être vendue, il aura un pourcentage sur chaque paire de chaussures vendues. Et 2, parce que jusqu'à présent c'est un contrat global, hein, sur toutes les autres marques, et 2, il va lui dire, on va vous faire une chaussure à vous. Voilà, une chaussure à votre pied et une chaussure qui vous correspond à vous.
vous aimez porter du rouge, on va vous faire du rouge. Sachant que dans la NBA, il fallait porter que du blanc. Voilà, ou dominance très, 3/4 ou 90% de blanc. Et Nike va lui faire une paire de chaussures rouges. Et ils vont s'engager à payer toutes les amendes que la NBA va leur filer parce qu'ils mettent du rouge sur la chaussure et en prédominance comme couleur. Et il va aller voir la mère et il va aller, entre guillemets, exposer ses idées, mais surtout, il va exposer le côté humain de la relation avec Nike. Et elle a tout pouvoir sur son fils, parce que son fils, tout ce qu'il veut, c'est jouer au basket, il s'en fout du reste, il n'a rien carré. Mais elle est dominante, voilà. Et donc, il va avoir cette espèce de danse du ventre entre la mère et ce directeur de marketing. Elle, parce qu'elle sait ce qu'elle a entre les mains, elle sait qu'elle a une pépite comme fils et qu'elle a le plus grand sportif de tous les temps entre les pattes. Et lui, il sait ce qui est Michael Jordan et qui va devenir pour le basket. Il sait que ça va être le plus grand de tous les plus grands. D'ailleurs, tous les plus grands actuellement basketteurs du monde actuel, même qui ont pris la recette récemment, s'ils vous disent qui est le plus grand basketteur du monde, ils vous diront c'est Michael Jordan. Tous les sportifs citent Michael Jordan. C'est un mec qui a tout révolutionné, y compris dans les pourcentages pour les sportifs. C'est eux qui vont récupérer, même pour les universitaires, des contrats payés à la chaussure, voilà, ils vont récupérer des pourcentages sur les ventes, chose qu'ils n'avaient pas avant. Donc il a révolutionné le marketing, il a révolutionné parce que marketing, publicité, spot, dessins animés, il a fait les toons, etc. Enfin, je veux dire, il a révolutionné le marketing, le sponsoring, la rémunération, les contrats exclusifs et son sport. Voilà. Alors à la fin, vous avez le vrai Michael Jordan. Image d'archive, qui reçoit un prix et qui parle de sa mère, qui est un des plus jolis discours sur sa maman qu'on ait vu depuis Jared Leto aux Oscars qui avait célébré sa maman. Et les chiffres de Michael Jordan, les chiffres sportifs et les chiffres financiers, c'est astronomique, c'est interplanétaire, c'est Michael Jordan, voilà. Alors, de ma génération, on a tous plus ou moins eu une Air Jordan. Voilà. Et le mieux, c'était la Air Jordan 8 à crash. Alors, si on avait ça, on était le roi du monde. Et parce que, je vous dis ça, parce qu'en fait, quand vous voyez le film, vous comprenez ce qu'un sportif du niveau de Michael Jordan, hein, on parle pas des gueux, mais même un gueux, mais je parle de là, on parle du stratosphérique, on parle de, voilà. Ce type, même si vous étiez une grosse daube en basket, vous faisait rêver de pouvoir voler et de pouvoir sauter aussi bien que lui, aussi haut que lui. Voilà, vous aviez les chaussures de Michael Jordan aux pieds, vous aviez un petit bout, alors pas du rêve américain, mais du rêve de pouvoir, à un moment donné de votre vie, avoir un morceau de Michael Jordan. Voilà. Il y a des sportifs comme ça dans votre vie. Alors, si vous aimez le foot, des gens qui ont adoré Pelé, qui ont adoré Platini, qui ont adoré Cruyff, qui ont adoré Maradona, Zidane, etc. Vous n'en avez pas beaucoup des sportifs de haut niveau dans leur sport qui sont intergalactiques, c'est-à-dire qui sont au-delà du sport. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de très très bons joueurs, moi j'aime bien le foot, mais par exemple la Formule 1, vous avez des très très bons joueurs, de pilotes de Formule 1, mais des gens comme Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher, et maintenant Lewis Hamilton, et peut-être sûrement Max Verstappen, même si je ne l'aime pas, mais c'est quand même un très grand pilote. Il n'y en a pas 50 dans une génération, il n'y en a pas 50 dans une vie, il y en a un, de temps en temps par génération, et vous avez du cul. Voilà, donc il y a des choses comme ça, vous avez des sportifs, le tennis c'est pareil, vous avez des sportifs, des joueurs de tennis, vous voyez tout le monde qui enfonce les trucs, que ce soit Nadal, Federer ou Djokovic qui a enfoncé certains encore trucs qui continuent à les enfoncer. Voilà, donc quel que soit le sport que vous aimez, il y a un sportif qui a révolutionné son sport et qui restera au firmament. Je citais Mohamed Ali, mais en boxe, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des sportifs qui sont tellement au-delà. Usain Bolt, qui est dans l'athlétisme, dans sa partie à lui, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des gens comme ça qui sont au-dessus du lot et qui, en fait, par leur performance, font que nous, les gueux,
qui avons beaucoup de mal à faire un 2 mètres sans... En fait, nous, on fait 2 mètres dans le même temps que Usain Bolt fait 100. Hein, on est bien d'accord. Voilà, non, enfin pas 2 mètres, mais on fait 10 mètres en même temps que lui, il fait 100, nous on a fait 10 mètres, et on est à la limite de la mort, et lui, il est en train de siroter sur le côté. Euh, mais c'est des gens qui font rêver. Voilà, c'est des gens qui, vous savez que vous ne pourrez jamais être un Usain Bolt ou un Zidane ou un Lewis Hamilton, hein, c'est pas possible. Mais vous rêvez avec, voilà. Et leur victoire est un peu la vôtre parce que vous avez ce côté, oui, oui, rêve, voilà. Et Michael Jordan, c'est ça. Et ce film-là est bien foutu. Alors moi, j'aime pas du tout Ben Affleck comme acteur, il me gave, en gros. Même ce qu'il retransmet généralement comme mec me plaît pas des masses. Mais alors comme réalisateur, à chaque fois, il me bluffe, ce type. Et là, il s'est encore bien sorti. C'est un film qui est pas... il n'y a pas d'effets spéciaux, on est bien d'accord. Enfin, il n'a pas fait sauter Mike Jordan, voilà, il sautait déjà très haut, donc c'est pas la peine de lui mettre un tremplin, lui. Euh, c'est basique, voilà, Matt Damon est exceptionnel, Viola Davis est sublimissime, et il y a ce côté très touchant, très humain, d'un jeune garçon qui avait des capacités, et tout le monde savait qu'il avait des capacités hors normes. Euh, et ben, il a ce côté, je suis ouais, le roi du monde, quoi, en gros, quoi. Voilà. Et vraiment, R, si vous aimez le basket, si vous aimez les années 80, si la première paire de baskets que vous avez vue, c'était une Nike et une Air Jordan, allez-y, quoi. Voilà. Après, si vous ne connaissez pas Michael Jordan, regardez-le. Parce que, oh là là, mais ça, c'est de l'athlète, hein. Très joli garçon, en plus. Très, oh là, oui, très joli garçon. Ah bah oui, non, moi je regarde aussi les garçons, hein. Je regarde les filles aussi, hein, comme athlètes. Il y a des très jolies athlètes. Ah, comment elle s'appelle, la sauteuse croate, là? La sauteuse en hauteur, là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle. Alors déjà, sauter, quand elle sautait, sublimissime. Mais alors, qu'est-ce qu'elle était jolie. Moi, j'ai regardé l'athlétisme, et c'est sûr, rien que pour la regarder sauter, parce qu'elle était gracieuse à sauter, en plus, elle était belle. Il y en a qui ont tous les talents. Enfin, moi, en saut à hauteur, si j'ai sauté 1 mètre, j'ai réussi à décoller le cul de 1m10. C'était grandiose, hein. Je crois que j'ai même pas passé 1m10. Enfin bon, bref, on s'en fout. Et donc ça, c'était les films. Et donc on va finir par le documentaire. Et on a parlé de sportif, et bien on va finir par un sportif. Alors, c'est un docu que j'ai vu sur Canal+. Quand j'ai vu le nom, je me suis dit, ah, il faut que je le voie. C'est un sportif que j'ai vu pour la première fois. Bah, c'est marqué dans le documentaire en donc 2016 ou 2017. Euh, c'est un sport qui n'est pas très connu, la perche, mais on a eu des très grands perchistes en France, des champions olympiques d'ailleurs. Et, euh, et moi j'aime bien l'athlétisme. Alors je suis une daube en athlétisme, hein, mais vraiment. C'est-à-dire que non, ne cherchez pas. Le seul truc d'athlétisme où j'étais bonne, c'était le lancer du poids. Et encore. Voilà. Je suis nulle, voilà. Je sais pas courir, je déteste courir. Tout le monde est catastrophé autour de moi que je n'aime pas courir. Je ne conçois pas la course. Ça m'a toujours gonflé, l'athlétisme. Mais j'étais admirative parce que j'étais la fille qui était sur le bord des pistes, dans les stades, à regarder les athlètes. Alors même mes petits camarades, hein, qui étaient meilleurs que moi, mais les athlètes. Et j'adore vraiment les meetings d'athlétisme. Parce que ça me fascine qu'il y ait des gens qui arrivent à faire ça. Et il y avait un meeting où le français Renaud Lavillenie était le meilleur. Il avait le record du monde de saut en hauteur. Je crois que c'était 6,16 m à l'époque pour lui. Et moi j'aime beaucoup. C'est un truc, je me demande comment on fait 6,16 m. Vous imaginez la hauteur de la bête, quoi. Voilà. Et quand vous voyez 6,16 m sur un immeuble, vous dites mais c'est pas possible, je peux pas passer haut, c'est haut. Voilà. Et je suis toujours fascinée par les perchistes. Donc je regardais. Et il est arrivé sur la piste un Suédois, un petit Suédois, tout blond, tout mignon, tout fin, dont le documentaire lui est dédié, donc il s'appelle Armand Duplantis, que tout le monde surnomme, d'ailleurs dans son journal, dans sa famille, il l'appelle Mondo, donc en fait même maintenant il le présente comme Mondo Duplantis de partout sur les compétitions. Et ce petit machin là, il a sauté, il a tenu la dragée haute au meilleur perchiste de l'époque.
avec une facilité qui faisait peur, parce que quand les autres, ils passaient au-dessus de la perche à ça, lui, il passait à ça. Et même les commentateurs, quand vous entendez les commentateurs dans le documentaire de l'époque, ils disent, mais vous avez vu la facilité à laquelle il a 20 cm de marge, le gosse. Et il saute comme si c'était normal. C'est un peu comme si vous sautiez à 2 cm du sol, vous faites, ah ouais, trop bien, lui il saute à 6 mètres, et vous, c'est sympa, c'est bien. Et donc en fait, le documentaire est fait par un Américain qui habite dans la même ville que cette famille Duplantis, que tout le monde connaît dans cette petite bourgade du sud des États-Unis, parce qu'ils ont une piste de saut, un sautoir dans leur jardin. Ils sont tous très sportifs. Maman était une décathlonienne, je crois, ou une heptathlonienne suédoise qui est venue aux États-Unis pour dans un camp d'enchant. Et papa était un champion américain de perche. Voilà. Qui a loupé les JO bêtement parce que aux États-Unis, contrairement dans les autres pays, c'est sur une seule journée que vous avez droit à vous qualifier. Si ce jour-là vous êtes malade, vous êtes mort. Alors que dans les autres pays, c'est sur vos performances sur l'année. Donc en fait, le gamin, il part déjà avec une base de sportifs, c'est des sportifs dans leur famille. Mais le petit bonhomme qu'on voit dans les images de vidéos que tous les parents ont, hein, vos parents ont sûrement filmé vos premiers pas, votre première cuillère, enfin, vous avez ce genre de films, tout le monde les a. Et en fait, ses parents ont fait ce que tous les parents font, ils filment leurs gosses, voilà. Et ce petit machin là, tout petit, qui a tout juste 2 ans, il essaye de sauter à la perche. Et c'est normal. Pour lui, c'est logique. Et en fait, dès petit, ses parents, et notamment son père, qui est devenu après son entraîneur, a perçu ça. C'est-à-dire que, premièrement, il a le mental, il ne veut jamais perdre. Il tombe, il se fait mal, il se relève, il ressaute, tout petit, et il a une vision du saut. C'est-à-dire que vous voyez dans la chronologie du documentaire, alors c'est entrecoupé des compétitions d'adultes, entre guillemets, enfin il n'est pas si adulte que ça, c'est un bébé encore. Enfin, c'est un bébé, c'est un petit jeune, hein, c'est un genou, hein, je sais pas, il doit avoir quoi maintenant, 22, 23 ans, enfin c'est un bébé encore. Et, euh, et en fait, il y a toutes les images d'archives de ce gamin qui, vous le voyez grandir, et vous voyez, il sait ce qu'il veut. Et il sait qu'il passera, à un moment donné, il est tout jeune, et il dit qu'il sera à 6 mètres, il passera largement 6 mètres 20 et qui peut tenter à un moment donné, et d'ailleurs il annonce, je crois qu'il annonce un 30 ou un 40, un 6, 30 ou un 6, 40 en disant je sais que je suis capable de sauter ça. Et un petit bonhomme qui dit mais je suis capable de sauter, je vais sauter ça et tout, et qui est buté, d'ailleurs son père lui dit que c'est un casse-couille hein, à un moment donné, parce qu'il dit mais il est casse-couille ce gosse, parce qu'en fait, dès petit, il sait ce qu'il vaut, il sait qu'il peut sauter très haut, il sait comment sauter très haut, et il se fout qu'on lui dise mais il faut sauter comme ça, comme ça. J'en ai rien à carrer, je sais comment je fais. Et en fait, tous les gens qui sont au-dessus, enfin qui sont entraîneurs, qui connaissent, qui font ça, ils comprennent pas la logique de ce gosse-là. Et c'est impressionnant de le voir, parce que même lui, à un moment donné, doute. Il est même obligé de se faire mettre au pied du mur par ses parents, qui le privent en gros de compétition internationale en disant non, non, chaton, tu vas aller à l'université, tu vas te calmer, tu vas y aller cool. Parce que mais il sait ce qu'il veut. Et en fait, quand il arrive sur une compétition, c'est pas écraser la concurrence, c'est parce qu'il sait qu'il peut le faire. Et il saute, quand vous le voyez sauter en meeting, ou au JO, etc. Il saute, vous savez qu'il a, la fois il a sauté, donc je crois qu'il est à 6 mètres 22, je crois, maintenant. Il a pratiquement 15 cm de plus que la barre. Donc les 6,40, il les a, quoi. Voilà, et il est jeune, il est tout jeune, donc s'il saute aussi vieux que la Villénie, qui a quand même plus que 30 ans et qui saute encore, et qui saute bien, en plus, le gosse, il va aller dans un... J'adore ce gosse-là. Enfin, bon, j'adore cet athlète parce que il sait dès petit, il sait où il va, et en plus, il est beau à regarder sauter. Enfin, je veux dire, enfin, outre le fait qu'il est choupiné comme un garçon. Mais alors en plus, il s'est pris des sauts de merde parce qu'il a choisi la nationalité de sa mère, donc il concourt sous les couleurs de la Suède. Au déprimant du fait qu'il est américain hein, de naissance, puisque papa est américain et qu'il est né aux États-Unis. Mais donc il s'en est mis là, il a rien à foutre.
Enfin, il y a tout qui lui passe par-dessus. En fait, tout est au-dessus de la barre pour lui. Mais franchement, moi, j'adore le voir sauter. Voilà. Quand il y a une compétition de perche, je m'arrête et je regarde. Et je les regarde tous, hein, mais lui, je le trouve d'une telle facilité, j'ai l'impression que c'est facile. Vous avez l'impression que vous prenez une perche et vous dites ah bah je vais courir et je vais sauter 6 mètres, ça a l'air simple. C'est ça, bien sûr, essayez déjà de sauter 1m50, on va rigoler 2 minutes. Parce que déjà 1m50, je crois qu'on les passe pas, nous. Je fais 1m60, je me vois pas passer ma hauteur. Moi je pense que je me prends sous, ah oui si, sous la barre je passe, oui largement. Mais je passe pas au-dessus. Ou alors je me la prends dans la gueule. Voilà. Ah, mais si, par contre, oui, je risque de me la prendre dans la gueule, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'était le documentaire donc sur Mondo Duplantis, qui est donc accessible sur Canal+. Donc si vous aimez les sportifs, si vous aimez l'athlétisme, vous pouvez y aller. Si vous aimez pas, n'y allez pas, vous allez vous faire chier. C'est les choix de Bibi, hein, c'est les choix de Lisa. Lisa a décidé. Alors Lisa a parlé donc d'une expo à Marseille, donc de Paola Pivi. J'ai parlé de Peter Pan et Wendy, de R, le film sur Michael Jordan, enfin sur l'histoire de le recrutement de Michael Jordan par Nike, plus exactement. De The Rise of the Pink Lady, donc la série qui est sortie de Grease, et de Mondo Duplantis. Et surtout, n'oubliez pas Help Me, sur la saga de Volker Kocher. Donc si ça vous intéresse, allez-y, qu'on ait la suite. Pitié. Non, je veux pas me mettre à l'allemand, ils vont me gonfler, sinon ça fait 40 ans qu'ils me font chier. Je vais être obligée, je veux savoir comment finit Garandra. Même si j'ai une petite idée, parce que je crois qu'il y en a un qui m'a donné un indice, mais je peux pas lui dire parce que... Voilà. Parce que je parle pas allemand, mais il y a des mots que je comprends. Donc la fois, comme il l'a dit avec son frère, je crois que j'ai compris, mais comme j'ai pas osé leur demander, que je suis incapable phonétiquement de retransmettre ce que j'ai entendu. Ah oui, je suis une daube, hein, en allemand. Je peux parler toutes les langues que vous voulez, mais celle-là, j'y arrive pas. Je suis vraiment une otage. Bon, bref, ça, c'était le programme culturel de Lisa. Donc, le prochain programme culturel sera à la fin août. Là, donc, je vous dirai ce que j'ai vu en juillet et en août. Voilà. Donc, entre mi-juillet et mi-août, je vous dirai ce que j'ai pu voir, ce qui a pu m'intéresser, etc. Il y a un documentaire que je veux voir, c'est du foot. Alors, calmez-vous, respirez 2 minutes. Hein. Voilà. Et on verra bien ce que j'aime. Voilà. Prochaine vidéo, c'est forcément le point lecture donc, de juillet. Je ne sais pas sous quel format, parce qu'il commence à faire très très chaud dans la Casbah, et que là je tourne le matin, et que je vais mourir, voilà, et que... Bon, j'ai pas mis le ventilateur ce matin, parce que il y a plus de vent, le vent est tombé, mais voilà, il est quand même 6h15, enfin 6h30, donc... 6h Non, 6h42. Donc voilà, voilà, il y a la lumière et machin, mais dans une demi-heure, Chouchou et moi, on est dans la nuit, donc enfin une demi-heure un peu plus. Donc voilà, donc c'est pas facile. Donc je sais pas sous quel format le point lecture, je vais le faire. Soit je vous le tourne qu'avec les livres et je vous parle et je vous le mettrai comme ça, soit je le fais face cam, mais je pense que je vais me décomposer d'ici 15 jours. Hein. Voilà, parce que plus ça avance, plus j'ai chaud dans l'appartement, et plus il fait chaud dehors, hein, et puis il fait chaud la nuit. Hein. L'année dernière on a eu 29, hein, donc, et c'est pas redescendu au moins de 28, donc on a failli crever hein, la nuit dernière. Enfin pas cette nuit, parce que c'était un peu mieux, mais la nuit dernière j'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis après il y aura donc la pile à lire d'août. Voilà. Mais il n'y aura que les encarts. Bisous.